Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour devenir un grand écrivain? Cette semaine, ça a été horrible. J'ai pas vraiment écrit. J'ai un peu écrit, c'est ce qu'on va voir, mais il y a eu, pas mal de choses en fait, pas mal de pensées intrusives en lien avec l'écriture et ça a été compliqué. J'ai vraiment les idées qui vont dans tous les sens en ce moment et c'est assez compliqué de me concentrer. Malgré tout, j'ai réussi à me concentrer sur, mes clients. Ça a été ma principale activité d'écriture cette semaine et là, il y a pas eu de réflexion majeure, en fait. J'ai juste, tabassé, tabassé à partir, de ce que j'avais. À côté de ça, j'ai plusieurs nouvelles par rapport à mes œuvres précédentes. Déjà, j'aimerais faire un petit point sur, Astralflix parce que c'est vrai depuis que j'ai terminé la mise en page, depuis que tout est fini, j'en parle plus trop. Maintenant, c'est surtout entre les mains de Houssen qui fait la promotion. Mais je me dis que ça peut être bien d'y revenir un petit peu parce qu'il y a eu des choses intéressantes. Bon, déjà, c'est quand même un manga qui marche bien. J'espère que c'est la même chose avec, le livre qu'on a sorti chez Exergue parce que, là aussi, j'ai toujours pas de retour sur les ventes et bah, je me demande logiquement, ce que ça va donner. Donc à savoir que pour le livre qu'on a publié, donc c'est Le pouvoir des sorties hors du corps, on l'a sorti chez Exergue en juin 2025, donc ça va bientôt faire 1 an et là, pour l'instant, de mon côté en tout cas, je sais pas si Houssen lui a eu des nouvelles, mais je pense que s'il en avait eu, il me les aurait communiquées. Mais pour l'instant, on n'a absolument aucun retour sur les ventes. En sachant qu'on a eu une avance sur droit d'auteur. Donc c'était pas non plus un truc mirobolant, mais c'était quand même bien et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir, au minimum rembourser cette avance et si on peut avoir du en plus, ce serait franchement pas mal. En tout cas, là, ce que je vois avec Astralflix, c'est que, bah, il y a peut-être une possibilité. Si, j'extrapole, le manga par rapport au livre, bon, il y a peut-être moyen parce qu'Astralflix, les résultats qu'on a, c'est uniquement sur des achats Amazon, puisqu'il n'est pas disponible en librairie. Tandis que l'autre livre, Le pouvoir des sorties hors du corps, là, en plus, on a, les librairies, les grandes surfaces et cetera. Donc à voir, j'ai vraiment hâte de recevoir le retour de la maison d'édition. Je ne sais pas du tout quand ça va intervenir. Faudrait peut-être que j'aille voir dans le contrat, mais bon, voilà, j'ai d'autres choses à faire. Je me dis: «Tant pis, ce sera la surprise». Autre point sur Astralflix, c'est qu'on a eu notre premier commentaire 1 étoile. Jusqu'à présent, le livre, il était à 5 étoiles et la dernière fois, j'ai regardé et je vois qu'il est passé à 4, je sais plus combien, 4,6 ou 4,7. Je me dis: Tiens, qu'est-ce qui se passe?» et je m'attendais à avoir un avis un peu plus mitigé et là, je vois qu'on a un avis 1 étoile. Donc je clique dessus pour lire, le commentaire de la personne, aucun commentaire. Juste, 1 étoile et puis rien. Donc je sais pas qui fait ce genre de choses. Je me dis: «Ça doit être un rageux» parce que quand tu es un petit peu déçu, que tu trouves que c'est pas bien, je pense pas que tu mettes juste 1 étoile comme ça et que tu te barres et que tu reconnaisses même pas un petit peu de qualité, à l'ouvrage. Parce que étant donné que comme on peut pas mettre 0 étoile, bon, bah, voilà, c'est vraiment le minimum. Donc je sais pas trop comment le prendre et en même temps, ça m'a pas tellement je me suis pas sentie atteinte par, par ce commentaire, qui n'est pas un commentaire, hein, puisqu'il y avait pas de texte, mais par cet avis, négatif, parce que justement, il était pas du tout motivé, il y avait, rien, c'est juste, «Tiens, 1 étoile et je me barre». Donc ouais, je pense que c'est plutôt un rageux. Je crois que c'est ça. Ça doit être quelqu'un vraiment qui avait envie de descendre le truc et qui, juste, a mis une étoile. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais quand on regarde le ratio quand même qui est, très positif, je penche plutôt vers ce point-là et c'est vrai que c'est la première fois que je suis confrontée à des avis parce que j'ai publié des nouvelles avant, mais elles étaient dans des recueils. Ce sont des recueils de petites maisons d'édition, donc qui ont eu, assez peu de diffusion, qui sont pas connus et qui ont eu assez peu de lecteurs. Donc j'ai jamais eu comme ça des avis sur Amazon, ou ailleurs d'ailleurs, qui m'obligeaient à me confronter à ce qu'en avaient pensé les lecteurs et encore une fois, c'est d'autant plus vrai que pour des recueils, on est plusieurs dessus, donc c'est assez rare que, la personne, elle focalise uniquement sur une nouvelle en disant: «Ouais, il y a ça, puis alors là, cette nouvelle-là, elle était nulle et puis il y a eu ça». Bon, c'est assez rare, généralement, elle va prendre dans l'ensemble. Donc c'est la première fois que je suis confrontée à ça. Pour l'instant, les retours sont très positifs, hein, aussi bien sur le livre que sur le manga, donc ça va et c'est vrai que je sais pas comment je réagirais si,
Si je voyais par exemple, bah, un étoile, mais avec un commentaire qui prend vraiment le temps d'expliquer, ou parfois un 3 étoiles. Alors sur le livre Exergue, donc Le pouvoir de sortir du corps, on a des avis, 3 étoiles, mais souvent ce qui est noté, c'est en lien avec, la qualité du livre reçu ou la qualité de la mise en page de l'e-book et là, pour le coup, on n'y est pour rien, donc c'est pas quelque chose qui vraiment nous atteint. Donc j'ai pas encore cette expérience-là. J'appréhende un petit peu, mais je crois que ça va être important que je la reçoive aussi pour que je me forge parce que l'écriture, c'est ça, c'est pas juste soi dans son coin, c'est aussi une réception et je pense que c'est important d'être capable de la recevoir quand elle est positive, mais aussi quand elle est négative, soit pour comprendre ou soit pour juste se forger. Parce qu'il y a certains avis négatifs qui n'appellent pas un changement de la part de l'auteur. C'est simplement une inadéquation, pardon, entre, ce que le lecteur a reçu et ce qu'il attendait. Et cette inadéquation, elle peut enfin, elle dépend pas forcément de l'auteur. Alors, ça peut dépendre du texte commercial. C'est sûr que si on vend un livre comme, je sais pas, je vais prendre un exemple qui vient le plus souvent, mais comme, ouais, c'est une super romance avec ceci, cela et qu'en gros la romance, elle est en arrière-plan et qu'elle tient sur 10 pages, je comprends que le lecteur se sente un peu floué et que du coup, il mette un mauvais avis parce que lui, il s'attendait à lire un certain genre et puis finalement, c'est autre chose. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça peut jouer, mais il y a d'autres avis en revanche qui peuvent faire réfléchir, peut-être par rapport à l'écriture, par rapport à la manière de tisser des scènes. S'il y a, énormément d'avis qui disent: «Ouais, c'était pas mal, mais j'ai tout deviné dès la 10e page», bon, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont à retravailler en amont de la part de l'auteur. Donc ça, c'est une expérience que ouais, que j'ai hâte de faire, que j'ai peur de faire en même temps, mais qui est importante dans la vie d'un écrivain et dans la vie d'un artiste. Donc ça, c'était les petites nouvelles pour Astralflix et maintenant pour Roman 1. Roman 1, je l'ai écrit il y a presque un an maintenant, ça fera un an à peu près, fin mai, début juin pour un appel à texte et je savais, parce que la maison d'édition l'avait précisé, que ça allait prendre énormément de temps et que c'était le dernier appel à texte qui allait être étudié. C'est-à-dire qu'en même temps, ils avaient, d'autres appels à texte et celui-ci, c'était vraiment pas la priorité. Donc je savais que ça allait prendre du temps, je m'y attendais et je me rassurais un peu sur les délais que j'avais par rapport à l'avancée des autres appels à texte. Donc le premier il est tombé assez rapidement. Là, le deuxième il vient de tomber et bah, je sais que le prochain, c'est moi. Enfin, c'est moi. C'est ce projet de roman 1 et je commence vraiment à flipper ma maman parce que ça arrive, c'est tout proche et je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si, je vais être acceptée, si ça va être refusé. Qu'est-ce que je fais si c'est refusé? Si c'est accepté, non mais pff, c'est la joie totale, hein. Vraiment, c'est, une maison d'édition qui, je pense, me conviendrait bien, en tout cas qui conviendrait bien à mon œuvre. C'est une première acceptation dans le domaine du fantastique et de l'horreur, donc qui me permettrait vraiment de switcher, parce que pour l'instant, tous mes textes, c'est de la SF, donc c'est assez difficile de dire: «Oui, moi j'écris du fantastique, de l'horreur», alors que quand on regarde mes publications, j'ai un manga fantastique, j'ai un livre sur la spiritualité et j'ai, 3 nouvelles de SF. On se dit: Elle est où?» Tandis que là, ça me permettrait vraiment d'avoir un premier pas avec une première publication dans ce genre-là. Je ne sais pas si je le verrai comme un signe de continuer ou pas, mais ça, c'est quelque chose, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. En tout cas, ça se rapproche, j'ai très peur, je ne sais pas ce que je vais en faire. Si jamais roman 1 n'est pas accepté, je fais quoi? Je sais toujours pas. J'ai commencé à regarder des maisons d'édition. Je sais qu'il y a quelques soumissions de manuscrits qui vont ouvrir bientôt, donc je vais voir si ça pourrait correspondre, mais j'avoue que je suis un petit peu dans le flou. Est-ce que je tente ailleurs en sachant que je repousse encore l'échéance et que peut-être il sera publié alors que je serai en train, d'écrire roman 3, que je serai plus du tout dedans? Est-ce que je tente l'auto-édition malgré tout? Je sais pas. Je pense que si mon texte est refusé, je chercherai en premier lieu des bêta-lecteurs spécialisés, hein, dans l'horreur pour avoir un petit retour et être un petit peu guidée sur, sur ce que je vais en faire. Je pense que je ferai ça et en même temps, ça me fait très peur de prendre des bêta lecteurs. J'ai
peur qu'ils me disent que c'est de la merde et de me retrouver avec ce texte et de pas savoir quoi en faire. Ce qui me fait peur aussi, c'est d'investir de l'argent là-dedans, parce que je dis: «OK, je vais prendre un bêta lecteur, très certainement, ce sera quelqu'un de professionnel». Est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire, est-ce que la somme que je vais investir, elle va vraiment servir à quelque chose? Est-ce que je vais avoir quelqu'un de sérieux? Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va vraiment, faire attention, à mon œuvre et qui va pas juste dire: «Non, il faut changer ça parce qu'il faut changer ça». Ou alors si elle me dit: «Bah non, il y a pas grand-chose à changer», bah OK d'accord, mais je te paye pourquoi alors? Alors que bon voilà, s'il y a pas grand-chose à changer, bah, que tu sois bêta lecteur ou pas, que tu fasses payer, je sais pas combien ça coûte, bah, voilà, tu es honnête et tu dis les choses. Donc c'est un petit peu tout ça qui me fait peur. Bon, revenons-en maintenant au projet actuel, c'est-à-dire Roman 2 et Blue Hope. Je pensais pas en parler, mais je vais vous en parler un petit peu. Alors, roman 2, en ce moment, je suis face à un blocage. J'avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais essayer de faire le premier jet des 3 premiers chapitres au moins. J'ai refait uniquement le premier chapitre, juste ça. Et déjà, j'étais pas contente et ça n'allait pas. Parce que j'ai un problème au niveau du style, au niveau de l'ambiance et au niveau de l'énergie du livre. C'est assez bizarre à expliquer. En fait, j'ai dans ma tête une esthétique particulière. Je l'ai, mais elle est sous forme de graines ou sous forme d'énergie si vous préférez, mais elle est pas palpable. J'arrive pas j'arrive pas déjà moi à la descendre dans la matière et en faire quelque chose et en même temps, j'arrive pas non plus à la retrouver dans d'autres œuvres. Parce que je vous avais expliqué, j'ai commencé à lire. Donc j'ai enfin terminé le livre de Gudule, Ne vous disputez jamais avec un spectre et ça m'a pas donné ce que je voulais. Alors l'histoire, elle est bien, elle est sympa. Il y a des choses qui m'ont un petit peu ennuyée, notamment des choses qui, pour moi, sont des incohérences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage, il rêve que, son hamster se fait tuer. C'est horrible, hein, comme rêve, surtout qu'il est très attaché à son hamster et puis un petit animal, enfin voilà et quand il se réveille, il prend la fuite, mais il prend pas son hamster avec lui, alors qu'il vient de le rêver et je me dis: «Bah, le premier réflexe, tu fais quoi? Tu vas chercher tout de suite ton hamster et tu te casses et pas juste tu te réveilles comme ça et puis tu pars tout seul». Alors je comprends, c'est utile pour la suite, pour pouvoir revenir et puis il a très peur et puis sa vie est en danger, il y a plein de choses, mais le fait qu'il y aille même pas ou qu'il y ait même pas une phrase ou alors, tellement rapide que, c'est j'ai pas tilté dans ma tête, c'est quelque chose qui, dans mes textes, m'aurait gênée. Pareil, à un moment donné, il y a, donc il retourne, il voit son hamster non, justement, il voit pas son hamster dans la cage et il voit juste un couteau avec, du rouge dessus et puis ça y est, il est en mode: «Ah, tu tué mon hamster» et tout et l'explication, mais je l'ai trouvée, mais, je vais pas dire débile, mais, nul, trop rapide. Alors déjà, le sang en fait, c'est pas du sang, c'est de la confiture. Je pense que même un gamin, il peut quand même faire un peu la différence entre, de la gelée de groseille et puis du sang. Enfin, ça ressemble pas. C'est, à aucun moment, j'ai vu une tache de confiture ou j'ai vu un ustensile avec, de la confiture et je me suis dit: «Ouais, ça pourrait être du sang». J'étais pas satisfaite du truc, en fait et je me suis dit: «Est-ce que c'est ça la jeunesse? Est-ce qu'on peut vraiment, se permettre des trucs et se dire, «Ouais, on s'en fout, ça passe». Parce que j'ai l'impression que c'est ça et c'est déjà ce que j'avais dans les chairs de poule. Dans les chairs de poule, c'est pareil, à chaque fois je me dis: «Mais, ça passe, ça c'est OK, il y a personne qui dit rien, c'est publié, tout va bien». Alors que moi, je ne me le permettrais pas. Ou alors peut-être que je le fais sans m'en rendre compte, hein, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte dans ses œuvres, ou peut-être que je suis trop critique, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que au niveau de la jeunesse, pour, certaines explications, c'est un petit peu, alors elle est peut-être vieille cette expression, mais c'est un peu osef. Parce que je me dis: «Moi, je suis là en train de me prendre la tête sur des trucs et en fait, bah, je pourrais peut-être me détendre». Mais en même temps, je me sentirais mal de me détendre. Donc, je suis un peu perdue par rapport à ça. Bon, autant dire que j'ai pas été vraiment satisfaite de ma lecture. C'est bien, mais c'est pas ce que, moi j'attends. Alors peut-être que c'est pas ce que moi j'attends parce que moi je suis adulte. Peut-être que pour, des jeunes ça passe très bien. D'ailleurs quand on regarde les avis sous ces livres, souvent ils sont très bons. Il y a aucun souci, les gamins ils sont pas là ou les parents des gamins ils sont pas là en train de dire: «Oui, il a trouvé ça bizarre que machin». Non, c'est, «Mon gamin il a adoré, c'était cool», donc je pense que c'est peut-être moi qui fantasme des attentes qui n'existent pas et c'est d'autant plus bizarre que je vous expliquais dans les premières vidéos que justement ce qui m'énervait avec la littérature, contrairement au manga, c'est que on était obligé d'avoir toujours une explication, poussée, rationnelle, scientifique pour quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous voyez en fait
l'espèce de cage dans laquelle je suis prisonnière et j'arrive pas à m'en défaire et ça me bloque puisque ça me bloque sur l'écriture de roman 2. Alors sur roman 2, c'est pas tellement la manière dont les éléments se goupillent plutôt que le style et là, je vais venir sur un autre livre. Donc j'arrêtais pas de dire que j'allais commencer Coraline. Ça y est, j'ai commencé et j'ai été trop déçue. Je m'attendais à ouvrir le truc et tout de suite, au niveau de la plume, être dans une ambiance, un univers assez onirique et vraiment quelque chose, je sais pas comment expliquer. Mais je m'attendais à un certain style et non, c'est pas ça, hein. C'est, sujet, verbe, complément, Coraline fait ci, Coraline fait ça, Coraline est comme ci, co c'est très lapidaire et pareil, hein, quand je regarde les avis, les gamins, ils sont très contents, ça leur plaît. Donc je sais pas ce que je suis en train de faire, en fait, avec roman 2 parce que j'arrive pas à toucher du doigt cette esthétique qui me parle et en même temps cette esthétique, je me dis: «Bah, elle est peut-être pas faite pour la jeunesse non plus, peut-être que ça ne correspondrait pas, ça n'irait pas». Vraiment, hein, je sais pas quoi faire, je suis dans le doute, je suis, je vais pas dire je suis dans l'angoisse, mais je suis bloquée. Il me manque un truc, il me manque un déclic et j'arrive pas à le trouver. Donc je vais quand même continuer à lire, Coraline, je vais aller jusqu'au bout, je vais voir ce que ça propose et tout. Mais je suis toujours embêtée, hein, au niveau de ce style. Ou alors peut-être que roman 2 c'est pas un roman jeunesse, c'est possible. Peut-être que c'est un roman adulte qui met en scène des enfants qui, rencontrent un fantôme. Ça peut être ça aussi et en même temps, j'ai peur que ce style un peu onirique et poétique que je recherche ne soit pas adapté au projet. Parce qu'on est quand même sur quelque chose de très contemporain et les thèmes qui sont abordés le sont aussi. C'est pas, je sais pas, vraiment je suis dans un entre-deux. C'est très frustrant. J'ai le même problème avec la narration puisque je suis sur une narration au présent à la première personne. J'ai pas l'habitude de le faire, mais à chaque fois que j'essaye de passer en narration, 3 personne, je n'y arrive pas. Ça donne rien et ça me bloque encore plus sur le projet. Je ne sais pas quoi faire du tout. Je n'ai pas d'exemple dans les livres de ce que je cherche. J'ai ça dans ma tête, mais je n'ai pas la retranscription et j'ai pas d'exemple et c'est encore plus frustrant parce que quand on a un exemple, on peut aller lire, aller s'en imprégner, comprendre. Alors j'ai une manière d'étudier le livre qui est très, intuitive et réceptive. Après, je vais me servir des outils, en tout cas, quand je faisais des études, je le faisais comme ça. C'est-à-dire que je recevais le texte et là, il y avait automatiquement les sens, les trucs, les machins qui se dégageaient et après j'utilisais les outils qu'on m'avait appris pour faire genre je les avais utilisés à la base, alors que non. Et quand je lis maintenant pour comprendre, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je reçois le texte et en fait mon écriture s'en imprègne, moi je m'en imprègne et ça ressort en fait. Actuellement, j'ai pas ça pour roman 2. Autant pour roman 1, j'avais des trucs, j'avais des modèles, il y avait quand même pas mal de choses, mais on était malgré tout dans une horreur plus alors toujours très atmosphérique et tout, mais plus franche et plus reconnaissable. Là, avec roman 2, on est vraiment à la frontière entre l'horreur et le fantastique. On est vraiment entre les 2. Je pense qu'il faudrait peut-être que je relise ce livre. Le livre s'appelle Marina. C'est un très beau roman. Je pense que c'est vers là que je devrais puiser mon information et mon inspiration. C'est du fantastique. Là, c'est vraiment du fantastique pur. Je m'attendais à de l'horreur, il y a des petits éléments au début qui pourraient faire croire qu'on basculerait là-dessus, mais on est quand même plus dans du fantastique et je pense que mon inspiration est plus à aller chercher vers là. Bon, bah, voilà, en vous parlant, j'ai débloqué peut-être quelque chose. En tout cas, une inspiration possible. Je sais qu'il y a d'autres livres aussi de lui que j'aimerais lire. Je vais peut-être, je sais pas si je vais relire Marina ou, je vais peut-être juste relire le début de Marina et je vais m'acheter un autre livre de lui. Je pense que je vais faire ça. Super. Bon, j'ai peut-être, un élément de déblocage. Je vais revenir sur ce point quand même là, sur, le livre dont je vous parle, Marina, parce que ce que j'aime dans le fantastique hispanophone, donc que ce soit vraiment, Espagne ou, Amérique latine, c'est que il est profondément ancré dans le réel. Il est, presque, quotidien et il a un côté extrêmement poétique et je retrouve pas ça
dans les expressions dans d'autres langues. Le fantastique anglo-saxon, il est pas du tout pareil. Le fantastique français, pareil, on retrouve pas, en fait, cette tendresse qu'il y a vis-à-vis du surnaturel et je crois que c'est ça que j'aime. C'est ça qui me parle et je devrais en lire plus parce que je pense que je me rattache plus à ce mouvement-là qu'à ce que j'ai pu étudier moi en français ou en langue anglaise et même au niveau de l'horreur. Je pense que je devrais plutôt me diriger vers cette sensibilité. Vraiment, si vous avez l'occasion, lisez ces textes, si vous aimez le fantastique et tout, allez vers ces textes-là parce qu'ils sont extrêmement riches et ils sont empreints d'une beauté que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Je me sens toujours très proche de ces textes-là et je me souviens, j'avais lu aussi, c'était un recueil qui était entièrement gratuit sur Amazon sur, 10 histoires de sorcières, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'était un projet éditorial et il y avait que des autrices contemporaines et il y en avait une justement qui avait fait un voyage en Amérique latine et je crois qu'elle a des origines aussi qui sont liées à ça et son texte, c'est celui, encore une fois, que j'ai préféré parce que j'ai retrouvé tout ça. Je sais pas, c'est instinctif en fait, c'est peut-être même civilisationnel, j'en ai aucune idée, mais c'est présent et ce qui est marrant, c'est que c'est présent aussi bien dans les textes qui viennent d'Amérique latine que qui viennent d'Espagne. Alors que bon, les influences, bon, forcément, avec, l'histoire de l'Amérique latine, les influences, elles sont liées, mais on est quand même sur des modes de pensée qui sont assez différents parce que quand on voit l'Espagne, on a ouais, en Amérique latine aussi. Mais bon, en Amérique latine, c'est importé, j'allais dire, quand on voit l'Espagne, c'est quand même très marqué par une histoire religieuse, assez, assez lourde et on va dire, structurelle. Alors oui, ça a été importé en Amérique latine, mais ça se mêle à d'autres inspirations aussi là-bas alors que pas en espagnol. Pourtant, on retrouve cette même familiarité douce, parce qu'il y a de la douceur, je trouve. Je trouve qu'il y a de la douceur et il y a de l'amour pour ces phénomènes. C'est bizarre, hein? Peut-être même une pointe de mélancolie parfois. En tout cas, chez Zafón, quand j'avais lu Marina, en tout cas dans Marina, j'avais l'impression qu'il y avait cette petite mélancolie en plus. Ce texte est sublime, vraiment, c'est un comme je vous dis, c'est un roman que j'ai adoré. Bon, je vais fermer la parenthèse, de toute façon, je pense que je vais revenir dans cette vidéo sur l'horreur, le fantastique et les différents genres dans lesquels j'écris. Là, pour l'instant, il faut que je passe à autre chose et notamment, bah, le deuxième projet, Blue Hope et je vous expliquais que sur, Blue Hope, j'avais exactement le même problème qu'avec Roman 2. Sauf que il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Les problèmes avec Blue Hope, il y en a 3. Le premier, c'est que je le considère comme un side project. Vous savez, c'est vraiment la quête annexe. Quête principale, c'est ma carrière. Quête secondaire, bah, c'est, comment financer ma carrière. Les quêtes annexes, ça va être tous les projets dont je ne suis pas à l'origine. Et Blue Hope, j'ai tendance à le considérer comme ça, donc je travaille dessus quand j'ai le temps et j'ai pas souvent le temps et c'est problématique parce que du coup, je peux pas vraiment me mettre dans cette œuvre et en même temps, j'ai des difficultés à accepter de la mettre au premier plan. Parce que j'en parlais avec Yo et avec les boys et je leur disais justement: «Ouais, mais en fait, ce qu'il faudrait pour que je vous fasse vraiment un truc bien, c'est que je décide de prendre, un an dans ma vie et pendant un an, je me consacre uniquement à ce projet. Je vous fais une intrigue béton, je vous pond un bouquin et puis ensuite, on peut travailler ensemble, l'adaptation en jeu vidéo. Mais j'ai pas envie de prendre un an juste pour ce projet-là, parce que j'ai du mal à le rattacher à ma quête principale. Là, l'étape de ma quête principale en ce moment, c'est le premier acte, on va dire, c'est-à-dire écrire mes 5 premiers romans dans le genre fantastique horreur. C'est ça, ma quête principale. Et Blue Hope, on n'est pas dedans. Alors, il y a des éléments de fantastique, notamment avec, le Blue Hope, mais ça repose pas là-dessus. Ça repose avant tout sur une enquête et sur une intrigue politique. Ça me freine un petit peu. J'ose pas y aller à fond et de l'autre côté, bah, les boys, ils ont envie que j'y aille à fond et c'est normal, c'est leur projet. Eux, à côté de ça, ils ont rien. Donc pour eux, c'est un projet qui est très important et forcément, moi, je suis toujours un petit peu en décalage parce que, bah, je peux pas lui donner la même importance étant donné que c'est pas mon art principal. Et ça m'ennuie un peu et je sens aussi que ça commence à déteindre un peu sur les boys parce qu'ils ont besoin de moi pour les nourrir. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Je suis aussi bloquée
c'est au niveau toujours de l'écriture d'une enquête où je me dis: «Est-ce que je vais réussir à écrire une enquête jusqu'au bout? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va pas trop être téléphoné? Est-ce qu'on va pas me dire: "Ouais, mais non, c'est de la merde"?» Est-ce que pour l'instant, ça passe. Bon et il y a que Kouz qui a pas lu, mais Fifi et Yo estiment que ça va. Donc je pense que ça va. Mais moi, j'en suis pas satisfaite. Il y a encore quelque chose qui ne va pas pour moi. Et enfin, le troisième écueil, qui est le même exactement que pour Roman 2, c'est l'ambiance. J'ai une idée d'ambiance très précise. On est sur un mix entre From Hell, le film From Hell, parce que je connais pas les comics, le film Le Pacte des loups pour l'aspect village, et Sleepy Hollow qui finalement fait la jonction entre les deux. Je pense que Sleepy Hollow, c'est ce qui pourrait peut-être être le plus proche au niveau de l'ambiance. Ouais, je pense que c'est vraiment lui qui match le plus et j'arrive pas à le rendre. En même temps, en ce moment, je suis sur la construction de l'intrigue, donc c'est peut-être normal que j'arrive pas à le rendre. Mais j'ai pas en fait, j'ai l'image mentale de l'ambiance que je veux atteindre, mais j'ai pas l'image mentale de la manière dont ça se traduit dans l'œuvre. Et c'est extrêmement frustrant et la dernière fois, on en a parlé, on a fait une réunion avec les boys et toute la première partie, ça a été, psychanalyse, de mes prises de tête parce que je sais pas où je vais et enfin, j'ai une idée vague de là où je vais, mais je sais pas comment y aller et c'est assez frustrant et je pense que le problème est le même, hein, qu'avec Roman 2. C'est-à-dire que ça a pas décanté suffisamment et ça rejoint tout un tas de réflexions que j'ai et je pense que je vais pas tarder à y venir parce que là, au niveau des projets, j'ai déjà dit pas mal de choses. On va revenir plus sur, ma vie d'écrivain et en ce moment, c'est le bordel. C'est vraiment totalement le bordel parce que il s'est passé 2 choses, enfin une chose mais, en 2 temps. Je vous explique tout de suite. J'ai eu 2 nouvelles idées de livres qui ont popé, mais qui n'ont rien à voir avec ce que je fais actuellement. La première, c'est un one shot fantasy qui a l'air trop bien, j'ai vraiment envie de travailler sur ce projet, mais c'est pas le moment et le deuxième, c'est un space opéra. Donc pas du tout ce que je fais en ce moment et ça m'a fait réfléchir parce que je me sens un peu perdue et je commence à remettre en question mon plan et mon rapport aussi d'ailleurs au fantastique. En fait, c'est assez difficile de continuer là-dessus parce que, étant donné que j'ai eu une piste là, ça me donne un espoir, donc ça rend un peu caduc ce que je vais dire maintenant. Mais bon, je vais quand même le dire parce que, ça fait partie des choses qui m'animent et je pense que c'est bien de mettre aussi sur le tapis ce genre de réflexion et ce genre de doute qu'on peut avoir quand on se fixe un plan, un objectif. Jusqu'à présent, j'ai écrit de l'ASF. Mes nouvelles qui sont publiées sont 3 nouvelles de SF et toutes les 3 ce sont des dystopies. Enfin, il y en a une, c'est plus une uchronie, et même plus une utopie d'ailleurs qu'une dystopie, mais on est sur le même schéma. C'est-à-dire que on a un monde qui est plus ou moins coercitif, je sais plus parler. Donc on a un monde qui est pas chouette, quoi et on a un personnage dedans qui évolue et qui fait sa tambouille. Une dystopie classique, SF classique, ça me convient très bien et je pensais que j'étais un auteur de SF. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune et que j'écrivais, puisque j'écrivais plus quand j'étais jeune que, pendant les 10 dernières années, j'avais cette impression que j'allais me diriger vers ça, en fait, vers ce genre-là. Alors, les tout premiers textes que j'ai écrits, en dehors, de mes délires, parce que je crois que le tout premier texte que j'ai écrit, c'était une tentative de réécriture de la Bible. Donc, déjà, l'ambition, elle était là, hein et l'exécution, je sais pas trop où elle en était parce que je devais avoir, enfin, j'apprenais à peine à écrire. Donc, c'était vraiment j'étais très, très jeune. J'ai vite abandonné, rassurez-vous. Ensuite, j'ai été passionnée par l'histoire. Donc ce que j'écrivais, ça ressemblait plus à des romans historiques, genre, aventure, limite romance, en fait. Entre romance et aventure, historique. Mais j'étais bloquée par ce genre de truc parce que tant que c'était juste, je m'amusais, j'écrivais ces histoires et tout, c'était sympa, ça allait. Mais quand je me suis dit: «Ouais, non, mais je vais écrire pour de vrai et je vais faire publier mes trucs», bah, j'ai vite compris qu'au niveau historique, il y avait des recherches à faire et c'était à une époque où il y avait pas internet encore,
ou alors c'était vraiment les tout débuts. Donc quand on voulait vraiment faire des recherches poussées, fallait aller dans les livres. J'avais pas une grande bibliothèque à côté de chez moi, j'en avais une qui était sympa, mais j'avais pas non plus tout le temps de passer à faire des recherches historiques pour ces bouquins. Et en plus, ça me stressait. J'étais, hyper angoissée à l'idée de faire une faute historique, un anachronisme dans les livres. Et vraiment, ça m'angoissait tellement que ça me bloquait, que j'écrivais plus. Et c'est là où je me suis dit: «Bon, écoute Marine, tu vas pas faire ça. Tu vas faire plutôt, dans les genres de l'imaginaire, parce que comme ça, c'est ton monde, tes règles et t'as pas à te stresser, tu peux continuer, tu peux avancer». Et comme autour de moi, les gens, ils étaient plutôt dans un petit peu dans la fantaisie et notamment, mes amies qui écrivaient, elles écrivaient plutôt de la fantaisie, j'avais l'impression que ce domaine leur était un peu dédié et je me suis dit: «Bah, il faut que tu trouves un autre truc» et là, je me suis dit: «Bah, voilà, tu vas faire de la SF» et c'est là que j'ai commencé à penser à des scénarios beaucoup plus SF et à commencer à vouloir écrire un truc. D'ailleurs, le tout premier ouvrage vraiment SF que j'avais commencé à écrire, ça s'appelait Langue adamique et c'était un délire dystopique avec un régime discriminatoire et la discrimination se faisait en fonction de la maîtrise ou non de l'anglais. Et il y avait dedans, des gens qui n'étaient pas capables de parler anglais parce que soit parce qu'ils avaient peut-être un problème au cerveau et il y avait, ceux qui refusaient ou ceux qui le maîtrisaient mal ou, ce genre de choses et tous ces gens-là qui parlaient pas bien l'anglais, qui passaient pas le test d'anglais qui te donnait le droit à la citoyenneté, ils devenaient des parias, en fait et ils habitaient, comme, des, miséreux dans des camps et on les considérait même pas comme des êtres humains et ils étaient en marge des villes. Pourquoi langue adamique? Parce que c'est, la selon la Bible et cetera, hein, la première langue qui aurait été parlée sur terre avant la tour de Babel et c'était la langue, universelle de tous les humains avant qu'il y ait les différentes langues et donc j'avais creusé cette idée, puis en plus après j'ai fait des études de linguistique et il faut que je vous raconte cette histoire. Ça a nourri en fait, ce projet de langue adamique. J'avais un professeur de grammaire. C'était vraiment un très bon prof de grammaire et il nous avait parlé de ce concept de langue adamique et cetera et ça m'avait passionnée et à la fin de son cours, je suis allée le voir et je lui ai demandé, je lui ai dit: «Mais monsieur, est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'en fait la langue adamique, c'est le langage qu'il y avait avant le langage articulé?» Donc le langage articulé, bah, c'est le langage qu'on parle nous qui fait qu'on ne fait pas des bruits comme les animaux et je lui ai demandé ça et sa réponse m'a stupéfiée et je l'ai intégrée dans le bouquin et très sérieusement, hein, j'étais dans une fac, catho, hein, j'étais à la catho, donc fac, très catho, très religieuse. Les profs eux-mêmes étaient, plutôt religieux, pas tous, hein, mais en tout cas, il l'était, lui, il l'était et il m'a dit: «Vous savez mademoiselle, je crois que parfois, il faut croire ce que nous dit la Bible». Et là, je me suis dit: «Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux faire un super roman rien qu'avec ça» et donc dans mon roman, cette idée de langue adamique qui était discriminatoire, elle reposait justement sur cette idée que c'était, finalement la langue originelle et que, n'étaient de vrais humains que les gens qui parlaient cette langue originelle. Dedans, il y avait un type, donc le héros, c'était un vieux scientifique qui lui, avait un problème au cerveau qui l'empêchait de réussir à parler les langues étrangères, sauf que il découvrait un remède qui pouvait soigner absolument toutes les maladies. Et donc c'était l'histoire de ce type et de toutes les choses qui allaient lui arriver à lui et le camp de paria dans lequel il était. Il y avait déjà chez moi cette obsession de comment on peut faire pour dépasser quelque chose qui est mauvais sans aller vers le combat et la violence. Et c'était justement toute, la question qu'il y avait dans le camp des parias, c'est-à-dire que, bah, il y avait ceux qui voulaient lutter et voilà, hein, choisir la violence, comme dirait, une certaine dame et puis ceux qui, au contraire, voulaient réussir à imposer leurs idées par autre chose. Donc SF, dystopie. J'ai arrêté par la suite d'écrire quand je me suis remise sérieusement à l'écriture. Bah, pour moi, c'était évident, j'allais écrire de la SF parce que j'étais une autrice SF et j'ai fait mes premières nouvelles en SF. Les premières idées de romans que j'ai travaillées, pareil, c'était en SF. Assez vite, j'ai eu envie d'autre chose. Comme j'aimais bien lire tout ce qui était fantastique, j'avais envie de réussir à écrire ça. Il y a eu un appel à texte en fait, qui est tombé
qui demandait justement d'écrire dans le fantastique et dans l'horreur. Donc là, c'est pour roman 1. Je me suis mis dedans et j'ai vraiment aimé. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce genre. Mais on reste quand même sur un genre qui est extrêmement complexe pour moi parce que je suis une peureuse. À la lecture, j'arrive à lire des bouquins d'horreur, mais bon, voilà, je vais pas faire la fifole à le lire à minuit, hein. Et ça me bloque dans mon écriture parce que, bah, j'y pense pas le soir. Le soir, je me force à ne pas penser à mes romans. Alors que quand j'écrivais de la SF, là, je pensais à mes romans, j'y pensais la nuit, j'y pensais le matin, j'y pensais tout le temps, j'étais tout le temps dedans. Mais là, je peux pas. Parce que, je vais pas commencer à penser à un roman avec des fantômes alors qu'il est minuit, que je suis toute seule chez moi. Je peux pas faire ça, j'ai trop peur et du coup, je me demande: «Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je dois continuer dans cette voie-là?» Alors, ça m'aide à avoir moins peur quand même, hein. Lorsque j'ai terminé roman 1, j'ai eu toute une période où j'étais beaucoup moins peureuse face aux phénomènes surnaturels parce que j'avais écrit un dépassement possible. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans cette écriture. C'est comme si je travaillais mes peurs à travers l'écriture en donnant à chaque fois des solutions possibles pour dépasser la peur que je peux ressentir. Mais pourtant, ça me bloque quand même puisque je peux pas être à fond tout le temps dedans. Et en ce moment, je commence à me poser des questions. Je me dis: «Mais est-ce que c'est vraiment pertinent le plan que j'ai fait? Est-ce que je vais continuer ce cycle de 5 romans d'horreur? Ou est-ce que, faut que je passe à autre chose? Est-ce qu'il faut que je tente autre chose?» Alors, je pense que le fait que je décale légèrement, c'est-à-dire que je continue à dire que c'est de l'horreur, je pense que je suis plus du côté du fantastique et même presque d'un fantastique qui tend le merveilleux, que vraiment dans l'horreur pure. Est-ce que, je suis légitime à y rester? En sachant que par le passé, j'ai quand même peu lu dans le domaine, alors beaucoup plus maintenant, mais c'est pas le genre naturel vers lequel on m'aurait mise, où moi je serais allée. C'est, comme j'ai déjà dit, l'opportunité qui a fait le larron, ça m'a plu et j'ai eu envie d'explorer ça. Mais là, je commence à en avoir un peu moins envie et notamment avec les projets qui viennent. C'est-à-dire que je me dis: «Ouais, c'est sympa, mais je sais que toute mon œuvre, ce sera pas ça. Je vais pas être une Stephen King. Je vais pas construire une grande œuvre d'horreur ou de fantastique. Elle sera présente, elle sera là, mais à un moment donné, ça va bifurquer, je le sais parce que la plupart des projets que j'ai et des projets qui me tiennent le plus à cœur, c'est pas de l'horreur, c'est pas du fantastique non plus, c'est de la fantaisie ou c'est de la SF. Est-ce que c'est pas déjà le moment de faire cette bifurcation? Mais en même temps, j'ai rien construit en fantastique pour le moment. Et si je commence à construire, si par exemple roman 1 est accepté, il va falloir que je continue dans cette ligne pour essayer de commencer à créer une identité d'auteur, commencer à faire un embryon de carrière et ensuite à bifurquer. De toute façon, roman 5, c'est ça. Roman 5, ce sera de, l'ASF et de l'horreur pour pouvoir justement commencer à bifurquer vers l'ASF. Parce que je pense que je vais bifurquer par l'ASF avant de revenir vers la fantaisie. Ou alors peut-être que l'erreur que je fais, c'est que je suis trop en train d'essayer de construire une logique au lieu de suivre simplement l'inspiration comme elle se donne. Alors maintenant, bah, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est intéressant tout ça. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de roman 2? Et qu'est-ce que je fais de roman 3 qui arrive? Est-ce que je vais quand même jusqu'au bout de mon plan? Je termine roman 2 et je termine roman 3 et ensuite je vois? Parce que j'ai déjà des idées en horreur pour roman 4 et pour roman 5. J'en ai surtout une pour roman 5. Ça va être une histoire de possession dans un contexte, SF. C'est de la SF, mais ça va être un monde qui va être inspiré du Moyen Âge et notamment, de tous les trucs horribles qu'il y avait au Moyen Âge. J'adore cette ambiance-là, ça va être top. Là, on va déjà avoir un premier pivot avec ce roman-là. Mais est-ce que du coup, roman 4, je le fais ou pas? Roman 4, on reste dans de l'horreur fantastique, mais on va être dans quelque chose qui va plus se jouer sur, peut-être du body horror ou ce genre de choses. Est-ce que je le fais celui-là du coup? Alors on me dirait: «J'y suis pas, hein», parce que là, on est sur un projet qui sera en 2027. Mais est-ce que je squeeze ça et que je passe par exemple sur Blow Up? Parce que je pourrais, ça me fera un livre à la fin. Ou est-ce que, je passe directement sur les chroniques de la police privée? Ou alors je fais directement roman 5. J'ai une autre œuvre qui est à mi-chemin entre l'horreur et la SF, mais là qui est plus jeunesse. Est-ce que je la fais à ce moment-là? J'ai plein de questions. Je sais pas du tout quoi faire, dans quelle logique je dois me placer. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, bon, il faut arrêter de réfléchir, il faut juste se retrousser les manches et y aller. C'est ce que j'essaye de faire, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Donc je peux même pas vous dire ce que je vais faire la semaine prochaine. Je pense que il faut que j'aille malgré tout au bout de roman 2, au moins au bout de roman 2
et ensuite on verra. Donc on n'y est pas pour tout de suite. Donc la semaine prochaine, ça va être de la persévérance, reprendre le premier jet. Non, pardon, ça va pas être ça. Ça va être lire, ça va être relire les ouvrages dont je vous ai parlé. Ça va être ça, relire ça et voir si je peux vraiment me positionner à ce niveau-là. Si ça résonne, si ça m'inspire, si ça fait quelque chose, je vais travailler romande. Malgré mes errances et toutes les difficultés que je rencontre, bah, je vais essayer de devenir un grand écrivain.